Donc, bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup de votre présence et bienvenue à la première conférence de 2015 de notre série Les défis du pluralisme. Nous aborderons aujourd'hui la question de l'intégration politique dans un contexte diversifié en discutant des enjeux de citoyenneté et de reconnaissance. Nous nous tenons aujourd'hui au lendemain d'un événement qui a mobilisé et suscité de nombreuses réactions internationales. Le 7 janvier 2015 à Paris, la rédaction de Charlie Hebdo, journal satirique français, a été la cible d'un attentat où 12 personnes, dont 8 journalistes et 2 policiers, ont été assassinés et 11 blessés. Nous rendons aujourd'hui hommage aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'à tous les journalistes et toutes les personnes menacées quotidiennement dans le monde en raison de leur profession, leur opinion et leurs convictions philosophiques ou politiques, leur appartenance religieuse, ethnoculturelle ou autre. Il faut non seulement s'indigner, mais également s'engager à condamner fermement et sans équivoque ces actes criminels et surtout ne pas céder aux amalgames, aux récupérations discriminantes et à la stigmatisation de certaines communautés. Cet événement survient à un moment particulier où nos sociétés pluralistes doivent faire face à de nombreux défis pour construire un vivre ensemble harmonieux et où les débats entourant les enjeux de la citoyenneté et de l'intégration sont plus que jamais présents et nécessaires. Nous vous remercions donc d'être venus nombreux à cette conférence aujourd'hui pour discuter avec nous sur ces enjeux. Merci également à notre modératrice et à nos 3 invités venus d'Europe, ainsi qu'à nos partenaires et à toutes les personnes ayant rendu possible par leur soutien la réalisation de ce cycle de conférences. Avec cette conférence, l'intégration politique face au pluralisme, enjeu de citoyenneté et de reconnaissance, nous commençons la deuxième partie de notre cycle. Donc après avoir abordé dans un premier temps et dans les 3 dernières conférences des débats ciblés autour de formes spécifiques de pluralité, nous allons maintenant nous appuyer sur ces bases pour nous intéresser dans un deuxième temps et d'une manière plus transversale au rapport entre d'un côté l'intégration politique et de l'autre le pluralisme dans nos sociétés. On s'interrogera donc à compter d'aujourd'hui sur les réponses politiques à un contexte de pluralisme croissant et, pour citer le slogan de l'Union européenne, sur les défis de l'unité dans la diversité. Ce thème soulève un certain nombre de questions liées à la quête d'une juste manière de traiter publiquement avec la diversité morale, philosophique et religieuse. Quel modèle politique nous permet-il de nous intégrer politiquement tout en tenant compte du pluralisme dans nos sociétés? Et comment cela se peut-il traduire en termes de politique concrète? Quel rôle la reconnaissance, le respect des différences et les politiques axées sur la citoyenneté jouent-elles? Le fait de poser de telles questions implique de commencer notre réflexion bien plus en amont, en ce qu'elles invitent à nous interroger sur les bases de nos comités politiques et sur la nature des liens des individus qui en font partie. Comment le terme de citoyenneté doit être compris? Sur quelle base décide-t-on dans les diverses communautés politiques qui va t'intégrer et qui va t'exclure? Est-il nécessaire de partager une culture, une religion, des traditions, des valeurs précises pour être un bon citoyen? Quelle place faut-il accorder à la diversité? Donc la variété des réponses données à telles questions se reflète dans des politiques soit plus exclusifs, soit plus inclusifs, dans des tentatives d'homogénéiser et d'assimiler tout aussi bien que dans des efforts de tolérer les différences. Et pour résumer, qu'est-ce qui caractérise une intégration politique juste? Donc, ces questions s'imposent sous une forme ou sous une autre dans toutes nos sociétés libérales contemporaines. En France et en Suisse, comme nous allons le voir tout à l'heure avec nos intervenants, en Allemagne, on est confronté depuis quelques mois au mouvement Pegida, donc en français les patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident, ou un autre exemple, depuis les années 2000, déjà un gros débat autour du concept controversé de la light culture, comme culture de référence en français. Ou ici au Québec, on a connu tout récemment des débats ardents sur le projet péquiste de la Charte des valeurs québécoises. Ces enjeux sont d'une importance primordiale ici comme ailleurs dans le monde et méritent donc d'être examinés tant dans leur contexte respectif que de manière plus systématique et théorique. Avec nos invités d'aujourd'hui, nous analyserons ces problèmes politico-pratiques et normatifs à partir d'une perspective philosophique, mais qui sera également confrontée à des cas concrets qui permettront à leur tour de réalimenter la réflexion théorique. Donc ainsi, nous verrons d'abord, à travers une analyse du contrat d'accueil et d'intégration en France, comment les valeurs communes peuvent être utilisées politiquement, entre autres, pour déterminer qui peut et qui ne peut pas être intégré dans la communauté politique, et que, dans le cas français, on exige des migrants d'adhérer aux, je cite, valeurs de la République,
pour avoir accès à la communauté nationale. Ensuite, dans la deuxième présentation, nous étudierons les liens entre l'intégration politique, la reconnaissance et la citoyenneté. L'étude du cas de la population musulmane en Suisse permettra d'illustrer en quoi il est important, d'un point de vue normatif et pratique, de considérer les concepts de citoyenneté et de reconnaissance pour penser l'intégration politique. Afin d'aborder ces problématiques et ces différents enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Matteo Gianni, Myriam Hachimi Alaoui et Jani Pelabé, ainsi que Magdalena Dębinska qui va présider la séance et que nous tenons à présenter brièvement ici avant d'entamer la discussion. Magdalena Dębinska est professeure agrégée au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur les questions de la nation et du nationalisme, les politiques identitaires, les conflits ethniques, ainsi que la réconciliation et l'intégration interethnique en Europe centrale et dans les pays post-soviétiques. Plus spécifiquement, elle étudie les transformations identitaires en se focalisant sur les interactions entre opportunités politiques, stratégie des élites et réceptivité sociétale. Son champ d'expertise recouvre ainsi 3 axes principaux. Premièrement, elle explore les politiques de la reconnaissance et les mouvements ethnopolitiques au sein des pays post-communistes. Dans un deuxième temps, elle étudie les processus de construction des nations et les politiques historiques dans les sociétés post-conflits armés et les États de facto. Et pour finir, elle se penche également sur les processus institutionnels et politiques de la construction de la confiance interethnique dans les sociétés divisées. En 2012, elle publie aux presses universitaires de Rennes l'ouvrage « Vivre ensemble dans la diversité culturelle », Europe centrale et orientale après 1989. Elle est également l'auteure de nombreuses publications, dont entre autres Reframing Identity Claims, European and State Institutions as Opportunity Windows for Group Reinforcement en 2012, Ethnopolitical Mobilization Without Groups, Nation Building in Upper Silesia en 2013, ou encore plus récemment l'année dernière, Introduction to the Special Section, Minority Politics and the Territoriality Principle in Europe, avec László Marács, vous me corrigerez, et Martin Tank. Sans trop tarder, nous allons maintenant céder la parole à Magdalena Dębinska. Bonne conférence à toutes et à toutes. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour m'avoir invité à présider. Donc, j'ai la tâche facile aujourd'hui de présider ce panel très intéressant et certainement très actuel. Effectivement, s'intéresser ou se pencher, se pencher et de repenser des concepts tels que reconnaissance, pluralisme, intégration, citoyenneté, et certainement devrait être sur nos agendas de recherche. Et pour ceci, donc, j'ai le plaisir de vous présenter nos invités. On aura 2 présentations et 3 présentateurs. Donc, je vais commencer avec, à ma droite, nos 2 invités. Myriam Hachimi Alaoui, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université du Havre. Elle est également membre de l'unité de recherche Identité et différenciation de l'environnement, des espaces et des sociétés, et également de l'équipe de recherche sur les inégalités sociales. Après avoir fait des recherches sur les Algériens exilés en France et au Québec, une recherche qui a donné lieu à un ouvrage publié en 2007 chez Harmattan, Les chemins de l'exil. Elle se penche actuellement sur le développement d'une intégration sous contrat à travers une enquête sur le contrat français d'accueil et d'intégration, donc, qui sera l'objet de la présentation notamment. Elle aussi, elle travaille sur un projet de recherche sur la départementalisation de Mayotte, construction et traitement des inégalités sociales et linguistiques. Parmi les nombreuses publications, je ne vais mentionner que quelques-unes qui s'intègrent vraiment dans la thématique. Donc, il y a un ouvrage à paraître, un chapitre d'un livre collectif, « Rejoignantes et exilées, une mise en regard de 2 expériences migratoires ». Ceci va paraître dans un livre intitulé « Migration maghrébine comparée, genre, ethnicité et religion ». D'autres publications telles que Citoyenneté et immigration avec Élise Palomares, paru en 2014 dans un livre collectif Les immigrés en France.
ou encore intégration et liens de citoyenneté, le cas de contrats d'accueil et d'intégration, ou encore, finalement, l'article reconfiguration ethnique à Mayotte, frontière avancée de l'Europe dans l'océan Indien, qui est paru chez à la revue Hommes et Migration en 2013. Sa co-présentatrice aujourd'hui, Janie Pelabé, est chargée de recherche au Centre de recherche politique de Sciences Po. Elle est spécialiste en philosophie politique contemporaine et enseigne au collège universitaire ainsi qu'au master Affaires européennes de Sciences Po Paris. Après avoir travaillé sur Charles Taylor, sur Habermas, avoir publié sur ces sujets de philosophie contemporaine, elle se penche, ses recherches maintenant sont beaucoup plus dans philosophie appliquée, sur notamment la citoyenneté de l'Union européenne, l'identité européenne et l'éducation morale et civique. Et ici aussi, on a un nombre de publications importants. Je nommerai que quelques-unes. Dans Implications philosophiques, en 2014, un article qui paraît de l'identification de l'Europe à la légitimation de l'Union européenne, ou encore Vers une union post-unanimiste, réflexion sur le sens de la devise européenne, dans un ouvrage collectif dirigé par Jean-Marc Ferry, intitulé L'idée d'Europe. Ensuite, nous avons un autre chapitre intitulé « Privatiser les valeurs publiques, la citoyenneté comme intime conviction », point d'interrogation. Former le bon citoyen libéral, l'éducation morale et civique aux prises avec le pluralisme, paru dans Raison politique en 2011, ou encore un article paru dans la revue philosophique de Louvain en 2011, L'Europe des valeurs communes et le recul du multiculturalisme, la diversité supplantée par l'unité, point d'interrogation. La recherche conjointe que mènent nos invités aujourd'hui est à propos d'une contractualisation de l'intégration en France et au Québec et s'insère dans le cadre d'un projet de recherche qui est financé par le Conseil externe de la direction scientifique de Sciences Po et ce projet s'intitule « La politique des valeurs communes ». Donc, c'est cette recherche qui fera l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Et avant de céder la parole à nos deux invités, je vais aussi présenter notre invité, deuxième présentateur ou deuxième présentation, troisième invité, Matteo Gianni, qui est professeur associé au département de sciences politiques et relations internationales de l'Université de Genève et qui est membre également du groupe de recherche sur l'islam en Suisse. Il est responsable de l'orientation en théorie politique du master en sciences politiques de l'Université de Genève et co-président du groupe de théorie politique de l'Association suisse de sciences politiques. Ses intérêts de recherche sont à la fois de nature théorique normative et empirique. D'une part, il porte sur la théorie politique du multiculturalisme, de la reconnaissance de la citoyenneté et de l'intégration démocratique dans les sociétés démocratiques. D'autre part, sur l'analyse empirique de la présence musulmane en Suisse et en Europe, plus généralement. Il dirige actuellement un projet consacré à la philosophie publique de l'intégration en Suisse dans le cadre de National Center of Competence in Research. Encore une fois, le nombre de publications est nombreux. Je vais en mentionner juste quelques-uns qui ont rapport avec la présentation d'aujourd'hui. En 2013, paraît Muslims Integrations in Switzerland, Securitizing Citizenship, Weakening Democracy. Point d'interrogation. L'intonation n'est pas là. Resources, Opportunities and Discourses, What Explains the Political Mobilization of Muslims in Europe, Protecting Democracy, Misrecognizing Muslims, An Assessment of Swiss Integration Policy, et un livre qui va paraître en collaboration avec Marco Giuni et Noémie Michel, qui va paraître en 2015 dans les presses polytechniques universitaires romandes, Les musulmans en Suisse, profil et intégration. Donc, vous devinerez que
la présentation d'aujourd'hui portera justement sur la population musulmane en Suisse notamment. Donc, nos invités ont chaque présentation, on va avoir à peu près une durée de 40 minutes. Il y aura une course à relais ici à ma droite et ensuite on enchaînera avec un professeur Jenny. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à la première présentation. Allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais remercier très vivement en nos deux noms, Myriam et moi, les deux organisatrices de cet événement, ainsi que notre modératrice et aussi les organismes financeurs, et souligner peut-être quand même l'engagement de Daniela Hempel et de Saaz Taher et la prouesse que représente à nos yeux quand même le fait d'avoir organisé un tel cycle de conférences. Donc c'est vraiment remarquable. Alors, l'étude que Myriam et moi allons vous présenter porte sur un cas, un exemple français de contractualisation de l'intégration, ça a été dit, et cette étude doit être en fait replacée, je crois, dans un cadre de réflexion qui permet d'en saisir les enjeux de fond. Et c'est ce que je vais essayer de faire, selon une approche classique de philosophie politique. Alors, ces enjeux sont d'ordre à la fois philosophique et politique, et ils correspondent au défi d'une intégration pluraliste. Daniela a parlé du défi de l'unité dans la diversité, c'est aussi en ces termes que je le pose, c'est-à-dire le défi d'une intégration politique de la société, mais qui se ferait aussi dans le respect de la diversité, notamment pour ce qui nous intéresse ici, la diversité morale, culturelle et religieuse. Donc on voit qu'il y a ici deux pôles en tension. D'un côté, l'unité, avec des degrés plus ou moins forts d'épaisseur de cette unité. Plus l'unité sera épaisse et plus la place donnée à la diversité sera réduite. Et de l'autre côté, le pôle de la diversité, avec là aussi des inflexions possibles selon que la marge laissée à la diversité est plus ou moins grande. Et plus cette marge sera grande, et plus l'unité sera, à contrario, mince, ténue. La manière dont la diversité va être traitée publiquement, c'est-à-dire par les pouvoirs publics, ce traitement public de la diversité a des effets sur les conceptions de l'intégration, sur ce qui nous lie au sein d'une communauté politique. Elle a des effets... Le traitement public de la diversité a des effets non seulement sur les conditions d'une société intégrée, mais aussi sur les conditions d'accès à cette communauté politique. Et c'est l'aspect qu'on va traiter aujourd'hui, puisque, avec Myriam, il sera question des politiques d'intégration qui s'adressent aux migrants. Alors, par rapport à ce traitement public de la diversité, je crois qu'on peut distinguer trois modèles différents. D'abord, celui de la tolérance, qui est un modèle de l'abstention. Abstention qui s'applique d'une part à l'individu, puisqu'on lui demande de s'abstenir d'imposer ses convictions personnelles profondes sur le bien à autrui, mais une abstention qui s'applique aussi à l'État, puisque la tolérance demande à l'État de s'abstenir et même de s'interdire d'utiliser son pouvoir coercitif pour imposer une conception particulière du bien. Et on demande donc à l'État d'être impartial ou, comme on le dit plutôt dans le libéralisme politique contemporain, de respecter un principe de neutralité axiologique. Ce modèle de la tolérance, qui se limite en fait à garantir des conditions de coexistence pacifique entre des individus dont on présuppose qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs, précisément, et qui donc va se concentrer sur l'idée d'un ordre politique juste, garantir la justice. Ce modèle de la tolérance a été critiqué et on a pointé ses insuffisances en disant que tolérer ne suffit pas, ce qu'il faut, c'est reconnaître les différences. On passe donc à un modèle de la reconnaissance, critique de la tolérance qui sont anciennes, puisque Goethe, en 1809, pouvait dire ceci: la tolérance ne devrait être au fond qu'une attitude provisoire, elle doit conduire à la reconnaissance. Tolérer, c'est injurieux. Et ça n'est pas autre chose que dit, au fond, Charles Taylor quand il affirme que la reconnaissance
n'est pas une simple politesse que l'on fait aux gens, c'est un besoin humain vital. Donc besoin qu'il y aurait à reconnaître les individus dans ce qui les singularise. Au niveau du traitement public de la diversité, cette reconnaissance, ce modèle de la reconnaissance conduit vers des politiques publiques que l'on a qualifiées de multiculturalistes, sachant que ce terme regroupe une large palette de mesures très, très différentes les unes des autres. Toujours est-il qu'il y a un troisième modèle qui, là aussi, a un fond critique, puisqu'il est basé sur une critique de la reconnaissance. Ce modèle, c'est celui que j'ai qualifié de gouvernance de la diversité. Alors, il y a un fond critique, des critiques théoriques. Le multiculturalisme et les politiques de la reconnaissance ont été critiquées par des auteurs égalitaristes en disant que le multiculturalisme nuit à la lutte contre les inégalités sociales. Une critique féministe aussi qui est assez connue. Le multiculturalisme nuit aux femmes, selon l'article de Hawking. Mais surtout, dans les débats publics, il y a eu aussi des remises en cause très fortes des politiques de la reconnaissance et du multiculturalisme. Alors, vous connaissez ça bien ici avec le débat sur les accommodements raisonnables. Récemment, on y a fait allusion, le débat sur la charte des valeurs. Je me concentrerai sur l'Europe, le contexte européen, où on a assisté fin 2010, début 2011, à des proclamations en chaîne de l'échec du multiculturalisme. Alors, cette série de proclamations d'échec du multiculturalisme a été inaugurée par Angela Merkel fin mi-octobre 2010. Elle a affirmé devant les jeunes militants bavarois de la CDU que le Multikulti avait échoué, et en rajoutant, ça vaut la peine d'être précisé, en justifiant cette affirmation, en ajoutant « Nous nous sentons liés aux valeurs chrétiennes, celui qui n'accepte pas cela n'a pas sa place ici ». Cette annonce a été relayée en France et a connu une grande résonance en France. Notamment, donc, elle a été corroborée par Nicolas Sarkozy, président de l'époque, qui, lors d'une émission télévisée, a confirmé cet échec par les propos suivants. Je le cite là aussi parce que c'est important pour la suite de mon propos. La vérité, c'est que dans toutes nos démocraties, on s'est trop préoccupé de l'identité de celui qui arrivait et pas assez de l'identité du pays qui accueillait. Si on vit en France, on apporte bien sûr son identité à la communauté nationale, mais on respecte la communauté nationale. Et la communauté nationale française ne veut pas changer son mode de vie, son style de vie, l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous ne voulons pas transiger là-dessus. Le même diagnostic, entre-temps, entre les deux déclarations, a été aussi appliqué et repris par David Cameron en ce qui concerne la Grande-Bretagne. Et lui, s'est plutôt rangé sous la bannière d'un libéralisme musclé. Je le cite à nouveau. « À vrai dire, ce qu'il nous faut, c'est beaucoup moins de cette tolérance passive des récentes années et un libéralisme nettement plus actif et musclé. Une société passivement tolérante dit à ses citoyens « Aussi longtemps que vous respectez les lois, nous vous laisserons tranquilles. Elles restent neutres par rapport aux différentes valeurs. Mais moi, je suis convaincue qu'un pays véritablement libéral fait beaucoup plus que cela. Il croit en certaines valeurs et les promeut activement. La liberté d'expression, la liberté de culte, la démocratie, l'état de droit. Cette société-là dit à ses citoyens, voilà ce qui nous définit en tant que société. Y appartenir, c'est croire en ces choses. » Donc on voit à travers ces discours qu'il s'agit bien de gouverner la diversité, c'est-à-dire de la contenir dans certaines limites, d'en contrôler les manifestations, notamment les manifestations de la diversité qui relèveraient de systèmes de valeurs que l'on tient, à tort ou à raison, comme étant exogènes, voire incompatibles avec notre système de valeurs, c'est-à-dire dans ce langage, celui qui fait l'identité du nous politique, celui qui garantit la cohésion éthique, c'est-à-dire à la fois morale et culturelle, de la communauté politique. Et c'est dans le cadre de cette troisième façon de concevoir le traitement public de la diversité que s'est précisément développé un langage des valeurs communes. Il a pris une importance croissante au point d'informer et d'orienter des politiques publiques d'intégration, comme on va le voir. Ce langage des valeurs communes, il traduit une volonté des pouvoirs publics de renforcer le lien sociopolitique en lui donnant une certaine substance éthique, en lui donnant une épaisseur morale et culturelle.
les discours publics que je viens de citer illustrent, je crois, le caractère extrêmement flou du langage des valeurs communes, et c'est pour moi la caractéristique principale de ce langage. Flou parce qu'en fait, ce langage, cette référence à des valeurs communes, cache toute une série d'interprétations qui sont très divergentes en réalité, et on donne dans ces diverses interprétations une vision plus ou moins épaisse du nous politique. Alors j'en ai listé quelques-unes, vous pouvez le lire. Ça va, pour les plus épaisses, les interprétations les plus épaisses, de convictions profondes sur le bien, de mode de vie, c'est ce dont parlait Nicolas Sarkozy dans l'extrait que je vous ai cité, mais on pourrait aussi, ça peut renvoyer aussi à des héritages, un côté plus patrimonial, historique, ou alors quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus formel, c'est-à-dire des normes juridiques. On va parler des libertés, des droits fondamentaux, comme le faisait Cameron, par exemple, et des grands principes constitutionnels de l'état de droit et de la démocratie. Ce flou du langage des valeurs communes rejaillit, et c'est ce qui m'intéresse, sur les usages politiques de la référence à des valeurs communes. Et à ce niveau-là, l'ambivalence qu'il y a dans ce langage, et peut-être même l'ambiguïté, n'est plus que sémantique. C'est-à-dire que ce flou, il a des effets pratiques tout à fait concrets, puisqu'il touche à la conception même de l'intégration, aux frontières de la communauté politique et à la question de savoir quel degré et quelle nature de diversité une société est en mesure d'accepter pour assurer son unité. Autrement dit, il s'agit de se demander si les usages politiques des valeurs communes impulsent ou non ce que j'appellerais une éthicisation, c'est-à-dire un épaississement éthique, moral et culturel du lien sociopolitique, et si oui, si cette entreprise d'épaississement du lien politique est ou non conciliable avec la quête d'une intégration pluraliste. Alors pour cadrer un peu philosophiquement cette question, je crois qu'il est important de rappeler certaines distinctions qui peuvent paraître théoriques, mais on verra qu'elles ne le sont pas forcément autant qu'on pourrait le suspecter. Alors d'abord, la différenciation entre valeurs et normes, qui est assez technique, mais que je résumerai ici très, très rapidement. Pour schématiser, il y a deux logiques ici. Avec les valeurs, il s'agit justement de l'élection de valeurs qu'on épouserait sur le mode de la conviction intime, dans l'intériorité de sa confiance. Et là, on épouse des visions du bien qui sont particulières à un groupe. Ça, ce sont les valeurs. De l'autre côté, il y a une autre logique qui est celle de l'adoption de normes, des normes qui sont plutôt à prétention universelle, alors que les valeurs sont particulières à un groupe, normes universelles qu'on adopterait en raison de leur acceptabilité rationnelle. C'est parce qu'on les trouve rationnelles ou raisonnables, en tout cas, qu'on va les accepter. Et cette acceptation fait d'ailleurs l'objet d'une délibération publique. On se met ensemble d'accord sur des normes. Cette distinction a été thématisée par Ferré et Habermas. Une autre distinction me semble ici essentielle, c'est celle que fait Habermas entre une intégration éthique et une intégration politique. L'intégration éthique, c'est celle qui est basée sur la reproduction des orientations éthiques de base d'une forme de vie culturelle qui serait dominante dans un pays, à la différence d'une intégration strictement politique qui, elle, est fondée sur le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux. Alors, quand on applique ces distinctions à la question des conditions d'accès à la communauté politique, on est amené à se demander ce que la société et les pouvoirs publics sont habilités à exiger de la part des migrants en termes d'intégration. Est-ce qu'on attend du migrant qu'il obéisse aux lois qui s'appliquent à tous, aux lois de la société d'accueil, ou bien est-ce qu'on attend de lui qu'il adhère dans l'intimité de sa conscience aux conceptions du bien et aux visions du monde qui seraient majoritairement partagées dans la société. Deuxième question, à quel titre est-ce qu'on s'adresse aux migrants ? Est-ce qu'on s'adresse à lui ? Est-ce qu'on l'accueille en tant que futur sociétaire juridique, détenteur de droits et de devoirs ? Ça va ensemble. Ou bien
est-ce que pour l'accueillir, on s'adresse à lui en tant que futur membre d'une communauté morale, d'une communauté culturelle, où il y a un certain nombre de visions du bien, de mœurs, de modes de vie qui sont majoritairement partagés. Auquel cas, on est ici dans une logique de l'adhésion profonde et les frontières de la communauté sont fixées selon cette logique très... de l'adhésion profonde. Alors, je laisse maintenant la parole à Myriam, qui va développer le côté plus applicatif de cette réflexion, parce qu'en fait, les enjeux que je viens de présenter ne peuvent pas être élucidés seulement en théorie. Et sur ces enjeux, il est vraiment très important de pouvoir confronter les analyses de théorie politique aux enquêtes sociologiques. Donc, comme l'a dit Janie, ça fonctionne, voilà. Donc, comme l'a dit Janie, je prends donc la parole sur un volet plus pratique qui est fondé sur une enquête de terrain sur le contrat d'accueil et d'intégration, une enquête auprès des institutionnels. J'ai fait beaucoup d'observations dans les formations civiques et j'ai mené des entretiens avec des formateurs. Donc, avant de vous présenter le dispositif en tant que tel et les obligations auxquelles il engage, il me semble très important de rappeler le contexte sociopolitique qui entoure sa mise en œuvre. Notamment, il est important d'insister sur la montée des anxiétés civiques qui se sont exprimées en France et en Europe depuis les années 2000. On a vu émerger les thèmes de la fragmentation sociale et des préoccupations relatives à la cohésion sociale, à l'immigration et à l'islam. Cohésion sociale, immigration et islam, qui, au moins en France, sont régulièrement conjugués ensemble dans les débats publics. En France, c'est plus particulièrement au travers de la notion de crise d'intégration que se sont exprimées ces angoisses. Plusieurs événements ont contribué à installer durablement dans les discours publics cette thématique de la crise de l'intégration. Donc, parmi ces événements, je vais en citer quelques-uns qui sont régulièrement convoqués dans les débats. D'abord, je citerai les émeutes de 2005 qui ont eu lieu en France et qui ont été analysées par les pouvoirs publics comme un puissant révélateur de la crise d'intégration en raison de la supposée identité musulmane des émeutiers. Je peux également citer les polémiques qui ont suscité les sifflements de l'hymne national lors de rencontres sportives. Je pense particulièrement au match qui a opposé la France et la Tunisie en 2008, à la suite duquel le Haut Conseil à l'intégration a été chargé par le ministre de l'Immigration de l'époque d'une mission relative à la transmission des valeurs et symboles de la République aux étrangers dans le cadre d'un parcours d'intégration. Quand on sait que la majorité des siffleurs étaient de nationalité française, on voit déjà là une certaine ambiguïté. Et puis, je citerai également la création du ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Co-développement en 2007, qui a ramené la question de l'immigration à celle de l'identité nationale, de sa définition et de son affirmation. D'ailleurs, un grand débat, dénommé le débat sur l'identité nationale, a été lancé en 2010. Il a polarisé fortement la société française sans atteindre son but, mais il a débouché quand même sur une proposition de reformulation de la formation civique, la rendant plus forte. Ce qu'on voit aussi apparaître dans ces années, c'est la réapparition du terme assimilation qui avait pour un temps disparu. Je citerai juste le conseiller du président en 2010 de M. Sarkozy, qui était à l'époque président, qui prenait très explicitement un retour à l'assimilation en disant « Je dis bien assimilation, je sais que le mot heurte, mais depuis 200 ans, l'assimilation est le programme de la République. » Donc c'est dans ce contexte que se développent en France et plus largement en Europe des politiques d'immigration plus restrictives et des politiques publiques d'intégration plus exigeantes. Le contrat d'accueil et d'intégration sur lequel Janie et moi nous travaillons s'apparente en effet à d'autres dispositifs qui relèvent de ce que IOP appelle des politiques d'intégration citoyenne qui se sont développées dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, et qui ont pour toile de fond cette même inquiétude quant à la cohésion sociale, l'immigration et l'islam. Donc la politique du contrat marque un infléchissement de l'intégration qui consiste à revenir à une logique plus exigeante à l'égard des individus. Donc en quelques mots, qu'est-ce que le contrat d'accueil et d'intégration ? Je dis le CAI pour aller plus vite. Donc qu'est-ce qu'est le CAI ?
Le CAI donc, est un dispositif qui est destiné aux migrants qui obtiennent un premier titre de séjour et qui est nécessaire aussi pour le renouvellement du titre de séjour. Dans les textes, les personnes qui doivent signer le contrat sont désignées comme des primo-arrivants. Mais en réalité, lorsqu'on fait des observations, on se rend compte que certaines signatures sont là depuis 10 ans. Et je prends juste un petit morceau de terrain. Parfois, c'est assez... non, amusant n'est pas le bon terme, étonnant. On a le formateur qui dit « Bonjour, bienvenue en France ». Chacun doit se présenter. Il n'est pas rare qu'on a « Bonjour, je m'appelle Myriam et je suis en France depuis 10 ans ». Donc, il s'agit vraiment de quelqu'un qui a pour la première fois un titre de séjour. Donc, ce CAI a été mis en place en 2003. Et au départ, il n'était pas obligatoire. Et il était développé dans quelques départements. Et il a été généralisé à l'ensemble du territoire en 2007. Il devient obligatoire et l'obtention d'un titre de séjour est désormais conditionnée à sa signature et au respect de ses clauses. Donc, ce contrat est conclu entre le préfet et l'immigrant. Il a pour objectif d'inscrire dans un engagement réciproque le migrant et la société d'installation. Le contrat pose 2 obligations. La première concerne les obligations de l'État. L'État s'engage à organiser les formations qu'il impose aux migrants. La deuxième obligation est celle des étrangers, ces étrangers qui s'engagent à suivre ces formations. Et à l'issue des formations, des attestations d'assiduité sont distribuées et elles constituent la preuve formelle que cet engagement a été satisfait. Dans le cas contraire, l'administration ne renouvelle pas le titre de séjour. Alors, quelles sont ces formations ? Vous les voyez, il y a une session d'information qui s'appelle « Vivre en France » pour les primo-arrivants, réellement, ceux qui ne maîtrisent pas très bien le français. Il y a un bilan de compétences pour les migrants sans emploi qui dure 3 heures. Il y a des cours de français. Et puis, il y a une formation civique qui est obligatoire pour l'ensemble des migrants. Et cette formation, les thématiques enseignées dans cette formation sont censées constituer donc le socle de la communauté politique et fonder par là même ce que Serge Pogam appelle le lien de citoyenneté. Cet apprentissage préalable est ainsi présenté comme l'étape première à la fabrique potentielle du futur citoyen. Pour reprendre les termes du Haut Conseil à l'intégration, c'est un instrument d'accès à plus ou moins long terme de la citoyenneté. Donc il y a plusieurs modules, alors peut-être qu'on on reviendra dessus dans la discussion, mais juste la journée dure de 9h30 à 16h30, dans laquelle il y a une présentation du contrat, de l'histoire de France depuis la Gaule jusqu'à aujourd'hui, les symboles de la République, les principes de la République, les institutions de la République, la France dans l'Europe. Donc c'est une longue journée et ce sont des longues observations, je peux vous le dire. Donc, quelle est la logique sous-jacente de ce contrat ? Le CAI illustre un processus de contractualisation qui ne concerne pas simplement l'intégration. Ce recours à la logique contractuelle semble être devenu aujourd'hui un moyen privilégié de régulation sociale qui s'est imposé dans le champ des politiques sociales. Ce qui est visé avant tout, c'est la responsabilisation des bénéficiaires. Et cette responsabilité, cet accent porté sur la responsabilité individuelle s'étend aux politiques d'intégration des migrants. Au sein même du CAI, cette même logique a été prolongée par la mise en place en 2007 d'un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille selon des modalités assez proches. Il s'agit de formation sur les droits et devoirs des parents qui sollicitent le regroupement familial pour leurs enfants. On retrouve aussi cette même logique dans ce qu'on peut appeler le pré-CAI qui demande aux migrants, dans son pays d'origine, donc avant la migration, de préparer leur intégration républicaine. Ils sont soumis à une évaluation de la connaissance de la langue française et des valeurs de la République. Si leur évaluation en établit le besoin, les candidats à l'immigration doivent donc suivre une formation linguistique et sur les valeurs. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation du suivi de cette formation. Donc, et c'est important de le dire, l'échec ne sanctionne pas, à la différence par exemple des Pays-Bas. Donc, si on regarde de plus près ce contrat, on voit qu'il comporte certaines tensions qui restent à explorer. D'abord, on peut questionner le sens même de l'appellation de contrat et de ces dispositifs qui ne répondent pas à plusieurs critères
inhérents à la forme contractuelle, en particulier celle de choisir son contractant ou celle de choisir la définition du contenu du contrat. On l'a vu, pour le CAI, l'État s'engage à fournir les formations imposées aux migrants et le migrant s'engage à suivre des formations imposées par l'État. Ce qui fait dire à certains que c'est un contrat léonin dans le sens où les obligations ne pèsent que sur une des deux parties. Autre tension qu'on peut explorer, c'est cette tension entre le langage volontariste propre au contrat et son caractère obligatoire. Dans les discours publics qui ont accompagné la mise en place du CAI, l'adhésion était régulièrement évoquée et louée. On peut même lire dans le préambule même du contrat « Choisir de vivre en France, c'est avoir la volonté de s'intégrer ». Il s'agit donc de responsabiliser le migrant en matérialisant par une signature sa détermination et son engagement à s'intégrer. Or, le caractère obligatoire vient entamer la dimension volontariste de l'engagement. D'ailleurs, pour beaucoup de migrants, ce contrat n'est qu'une formalité administrative en plus. On le voit lors des journées de formation civique. Ils y vont en se disant c'est la dernière étape avant d'avoir ces papiers. Enfin, une autre tension à explorer, c'est sur qu'est-ce que signifie respecter le contrat. Dans le préambule du contrat signé, on fait référence à, je cite, « la volonté de s'intégrer à la société française et d'accepter les valeurs fondamentales de la République ». Mais comment peut-on prouver sa bonne volonté ? Qu'est-ce que ça signifie d'accepter des valeurs ? Est-ce qu'on demande d'y croire ? Est-ce qu'on demande de montrer qu'on y croit réellement ? Ou bien s'agit-il simplement de respecter les lois en vigueur ? Dans l'article 5 du contrat, il est stipulé que le respect du contrat sera pris en compte pour la condition d'intégration républicaine, condition qui permet l'obtention du titre de séjour. Formellement, cette condition a été remplie si les formations ont été suivies. Mais un autre élément vient compliquer les choses, c'est l'appréciation subjective de l'autorité qui juge si l'étranger s'engage personnellement à respecter les principes qui régissent la République et les respecter effectivement. Comment les agents de la préfecture peuvent-ils s'y prendre pour évaluer cet engagement personnel ? Ça reste une question, mais il est important de noter que jusqu'à présent, en fait, aucun visa n'a été refusé en raison de cette condition. Mais ça reste une potentialité. Donc, avant de revenir sur ces tensions, on va voir un petit peu ce que sont les valeurs du CAI. Donc, vous le voyez, on a la démocratie, une république indivisible, la souveraineté populaire, on a les droits fondamentaux et les devoirs civiques, la laïcité, l'égalité homme-femme, avec un accent sur la question de la polygamie, l'excision, le mariage forcé, et la langue française, pilier de la cohésion nationale. Donc, j'ai mis laïcité et égalité homme-femme en gras, parce que c'est particulièrement sur ces deux éléments qu'on insiste dans les formations. La valeur de l'égalité, lorsqu'elle est précisée, c'est toujours exclusivement l'égalité homme-femme. Dans le formulaire du contrat d'accueil et d'intégration, dans le paragraphe « La France, un pays d'égalité », il n'inclut que cette dimension. D'ailleurs, cette référence aux droits des femmes constitue un argument décisif pour justifier les contraintes toujours plus accrues relatives aux conditions d'intégration. C'est-à-dire que quand on a proposé que le contrat soit obligatoire, le prétexte était que ça permettrait aux femmes, notamment aux épouses, de sortir de chez elles. Donc, si on regarde tous ces éléments, on voit qu'à l'exception de la langue française, qu'il s'agit essentiellement de lois et d'obligations légales. En somme, on est dans une logique du droit, et pourtant, ce n'est pas si simple que ça. Lorsqu'on s'intéresse au cadrage institutionnel du CAI, on se rend compte qu'il y a une certaine difficulté à préciser ce que recouvre la référence aux valeurs de la République. Par exemple, à l'issue des travaux d'un groupe de travail qui a été mis en place pour définir les valeurs de la République qu'on retrouverait dans la formation civique, leur définition reste vague. Ces valeurs, surtout, sont définies par ce qu'elles ne sont pas. En effet, il est précisé que les valeurs ne sont pas des symboles, mais qu'elles ne recoupent pas non plus la loi qui définit les actions licites ou illicites, mais qu'elles n'équivalent pas non plus aux grands principes juridiques constitutionnels et internationaux.
Donc c'est dans cette indéfini que se trouve l'ambivalence dont parle Jani à propos du langage des valeurs communes. Et on peut même y déceler l'ambiguïté d'un modèle d'intégration destiné à promouvoir ces valeurs. Du côté des discours politiques, on voit également un certain épaississement du lien de citoyenneté. Par exemple, dans un rapport du Haut Conseil à l'intégration, intitulé « L'intégration culturelle » et édité en 2012, on peut lire que les dimensions sociologiques de l'intégration, c'est-à-dire l'insertion économique et sociale, ne sont pas suffisantes. Pour que l'intégration des migrants soit pleinement réalisée, je cite, « sa dimension culturelle semble tout à fait essentielle, car il y va de la fabrique d'un peuple ». Cette vision culturalisante de l'intégration s'est exprimée également dans les discours d'Arnaud Klarsfeld, qui a été jusqu'en 2012 président du conseil d'administration de l'OFII, qui affirmait « Nos coutumes sont le fruit de siècles de vie commune. C'est un héritage global auquel nous nous identifions, même s'il se modifie progressivement au gré des influences et du fil du temps qui passe. » Donc, l'épaississement du lien de citoyenneté ne ressort pas seulement d'une culturalisation, mais aussi d'un langage de la conviction intime. Je citerai juste un homme politique, M. Valls, à gauche de l'échiquier politique, qui disait que l'intégration n'est pas qu'économique et sociale, mais qu'elle était aussi adhésion à un corps de valeurs et de principes. Donc, cette différence entre normes et pratiques, qui peut sembler assez théorique, moi, ce que j'ai pu apercevoir dans le terrain, c'est qu'elle était importante. Elle était importante, notamment, je l'ai pu l'apercevoir dans les formations civiques, tant du côté des migrants que du côté des formateurs. Du côté des observations, souvent, les migrants font cette distinction. J'ai pu l'entendre à plusieurs reprises et je vais juste citer un exemple parce qu'il est assez paradigmatique à propos d'une discussion sur la question de la polygamie où l'un des migrants expliquait que la polygamie faisait partie des coutumes de son pays, de la morale de son pays auquel il était attaché. Mais qu'en revanche, il savait que c'était interdit en France et que c'était normal en France de respecter la loi française. Donc, on voit, il n'y a pas tant de problème que cette différence, elle est bien faite. Et du côté des formateurs, lorsque s'engagent des discussions sur les valeurs, comme souvent la place des femmes ou l'éducation des enfants, des discussions où il y a souvent des désaccords, les formateurs ont recours au registre du droit, dans une expression comme « c'est la loi ici », et ce registre du droit permet de clore et de faire consensus. Donc, du côté du terrain, et j'insiste là-dessus, on note que cette différence entre normes et valeurs n'est pas que théorique. Et je laisse la place. Oui, je reprends la parole pour tenter, en conclusion, ça sera la dernière partie, de mettre en perspective ce que vient de nous expliquer Myriam avec les enjeux que je vous avais présentés. Et je le ferai avec cette question volontairement provocatrice, qui est de savoir si l'intégration par les valeurs, au final, ça n'est pas une fausse bonne idée. Alors, quand on cherche à axer l'intégration sur le partage et l'inculcation de valeurs communes, on peut y voir des forces, des atouts, mais il y a aussi des faiblesses. Alors, du côté des forces, on peut placer du côté des atouts le flou sémantique. Pourquoi ? Parce que ce langage des valeurs communes, il a l'avantage de parler à tout le monde. Et il parle à tout le monde sans qu'on ait besoin de préciser de quoi on parle. Donc ça peut être un atout notamment politique. Il y a aussi des effets pratiques recherchés qu'on peut tout à fait juger légitimes, notamment cette idée, en faisant des références à des valeurs, l'idée de donner de la chair à la citoyenneté, de lui donner une certaine substance pour dépasser une vision formaliste ou procédurale de la démocratie. Il y a aussi l'idée de combler un déficit de motivation civique en essayant, toujours par la référence à des valeurs partagées, en essayant de susciter l'engagement à vivre et à agir ensemble dans une communauté à laquelle on appartiendrait, qui serait non pas simplement une communauté politique, mais une communauté de valeurs. Et donc, on cherche à influer sur les mentalités, sur les structures de la socialisation.
Mais il y a également certaines faiblesses. Et je replacerai ici le flou sémantique parce que ça peut être un atout, notamment politique, ça peut être utile, autrement dit, mais ça masque des tensions profondes entre deux conceptions de l'intégration. Je l'ai dit, une conception éthico-culturelle d'un côté, une conception politique de l'autre. Et le problème, c'est que la confusion entre ces deux registres comporte, je crois, des risques qui sont importants, des risques pratiques, et qui sont à ce point importants que, je le pense là aussi, ça soulève la question du caractère potentiellement contre-productif de cette intégration par les valeurs. Alors, pourquoi je dis cela sur ce caractère contre-productif ? Si on reprend le flou sémantique et on essaye de lister différentes interprétations des valeurs. Alors, si les valeurs, premièrement, renvoient à une identité particulière, une identité au sein d'un groupe, une identité majoritaire dans un groupe particulier, alors le risque ici, c'est de coupler la citoyenneté démocratique avec l'identité nationale. Pourquoi ça serait contre-productif par rapport au but qu'on s'est donné ? C'est parce qu'au lieu d'intégrer, au lieu d'avoir une intégration, on risque de radicaliser la frontière entre nous et eux et donc d'avoir de l'exclusion plutôt que de l'intégration. Deuxièmement, si les valeurs renvoient à des convictions éthiques, des conceptions du bien, des visions de la vie bonne, on vise à une sorte de consensus éthique. Mais précisément, le propre d'une société pluraliste, c'est de ne pas avoir ce type de consensus. C'est-à-dire le propre d'une société pluraliste, c'est d'avoir du désaccord à propos des visions du bien, donc à propos des valeurs. Et non seulement, du coup, ça n'est pas possible d'atteindre ce type de consensus très épais, mais ça n'est pas souhaitable parce que ça impliquerait une certaine fermeture à la diversité. Autrement dit, le risque ici, c'est celui d'une homogénéisation. On n'a pas d'intégration réellement pluraliste, comme on le voulait au départ, mais une intégration forte, mais qui demande de l'homogénéité. Troisième possibilité, si les valeurs se limitent à des principes universalistes, autrement dit, aux droits de l'homme. Il y a un risque qui est pratique, alors je crois là, qui est celui de jouer système de valeurs contre système de valeurs. C'est-à-dire qu'on aurait d'un côté un système de valeurs universaliste fait des droits fondamentaux, auquel on opposerait d'autres systèmes de valeurs qui, supposément ou réellement, seraient opposés à ce système de valeurs universaliste. Je dis que c'est contre-productif parce que je crois que ça affaiblit le statut normatif de la citoyenneté, c'est-à-dire le fait que les droits fondamentaux et les principes civiques se situent à part justement des différents systèmes de valeurs et que c'est ce statut à part qui permet de s'entendre sur les bases minimales de la citoyenneté. Dernière possibilité, si les valeurs sont définies comme ce que Taylor et McClure appellent les convictions de conscience, alors il y a le risque d'un contrôle administratif des croyances. Et je voudrais tout juste mentionner que ça n'est pas un risque totalement hypothétique, puisqu'il s'est présenté, alors pas dans le cadre des contrats d'accueil, mais dans le cadre de la nationalité, des politiques de naturalisation, où là, et c'est un exemple que cite Christian Jopk, il y avait distribué par le gouvernement du Bade-Württemberg un guide d'entretien pour ces tests de citoyenneté, guide d'entretien qui s'appliquait, c'est important, aux seuls ressortissants des États de la Ligue islamique. Ce guide a été invalidé par les tribunaux en 2005 pour deux motifs que je voudrais juste citer. D'abord parce que les questions qu'il comprenait, qui portaient sur, il y en avait une trentaine, elles portaient sur l'autorité parentale, la religion, l'égalité femmes-hommes ou le terrorisme. Ces questions stigmatisaient les musulmans en tant que groupe spécifique dont les valeurs présumées seraient contraires à l'ordre démocratique libéral. Premier motif d'invalidation. Deuxième motif d'invalidation, le fait que ces questions s'immisceraient
dans l'intimité de la conscience personnelle et que donc, ce faisant, ce guide violait les libertés d'opinion, étant entendu que le simple fait d'avoir une opinion n'est pas une menace à l'ordre démocratique libéral si elle ne s'exprime pas dans les actions dirigées, des actions concrètes dirigées contre cet ordre. Et pour Jobk, c'est là l'illustration d'un libéralisme qu'il appelle répressif, c'est-à-dire qui développe des politiques illibérales qui cherchent à réguler les valeurs et les croyances des gens. Alors, quant au CAI, là vraiment pour conclure, est-ce que ces risques sont présents ? Je dirais que tout dépend en fait de la façon dont les dites valeurs de la République sont interprétées et portées par les pouvoirs publics. Autrement dit, tout va dépendre des usages politiques qui sont faits de ces valeurs. Et ces usages dépendent eux-mêmes de véritables choix politiques. Des choix politiques qui portent sur la conception de l'intégration de la société et de la place de la diversité en son sein. Juste un mot pour finir. Alors vraiment, juste un mot. C'est ce que dit Janie est important parce que le CAI est un dispositif en devenir. Et là, un petit mot sur le projet de loi en cours qui montre qu'il y a il y a un changement de majorité et un changement normatif qui l'encadre. Alors ce qu'on voit, c'est le maintien de l'objectif de responsabilisation. Plutôt que l'accent porté sur les valeurs, l'accent est porté sur les exigences linguistiques. La formation sur les valeurs à l'étranger n'existe plus. Et enfin, il y a une grosse insistance sur l'idée de parcours d'intégration avec un titre pluriannuel. Donc, ce sont des développements important. Peut-être que le contrat ne va plus s'appeler le contrat d'accueil et d'intégration. Et nous serions ravis, Janie et moi, que vous nous invitiez à nouveau pour qu'on vous en parle dans quelques temps. Je vous remercie de votre attention. Merci. On va certainement mettre sur nos agendas la prochaine invitation. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer à la présentation du professeur Janie pour ouvrir ensuite le plancher aux questions. Mais on va continuer avec la présentation si la technologie nous le permet. Voilà, bonjour à tout le monde. Déjà, permettez-moi de remercier les organisatrices, Daniela et Saz, vraiment pour l'invitation et pour l'exploit de mettre en place ceci. Moi-même, j'y arrive pas, donc je trouve assez remarquable. Merci évidemment à la modératrice qui va nous écouter, et puis merci à Janie et Myriam, excuse-moi, pour leur présentation qui va me permettre peut-être je crois qu'on parle vraiment de la même chose en utilisant des concepts un tout petit peu différents. Donc ça va vraiment me permettre de mettre en exergue 2-3 petites questions plus spécifiques qui concernent le cas suisse, mais qu'en réalité auraient plutôt l'ambition de ne pas être strictement liées au cas suisse. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis basé à Genève, donc le cas suisse m'intéresse particulièrement, mais je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la gestion politique, du débat politique autour des questions d'intégration, gestion de l'altérité, gestion des relations entre communautés culturelles ou minorités culturelles, qui est particulièrement intéressant à la lumière du cas suisse. Pourquoi ? Parce que, comme le Canada, par ailleurs, c'est un pays qui a différents niveaux politiques, fédéral, cantonal, communal, qui a différents types de minorités en jeu, qui est considéré un modèle paradigmatique, ça c'était Deutsch qui disait ça dans les années 70, de résolution harmonieuse du multiculturalisme, mais qu'en réalité se révèle être un pays en termes d'intégration, d'octroi de droits aux migrants, qui est catastrophique en termes d'accès à la citoyenneté. Donc on a d'une part une gestion qui se veut très harmonieuse et je pense pouvoir dire qui marche assez bien au niveau de l'intégration culturelle des minorités territorialisées, ethno-linguistiques, originelles. Bref, c'est les régions linguistiques essentiellement et les minorités religieuses, ou les deux grandes confessions religieuses chrétiennes. Mais de l'autre côté, un modèle de citoyenneté très restrictif, 12 ans, n'est-ce pas, pour pouvoir aspirer à avoir le passeport suisse,
très culturalisant, à savoir en termes d'exigence d'intégration ou d'assimilation, je pense plutôt, demandées pour pouvoir rentrer dans la communauté des citoyens. Alors pour certains, je n'ai pas le temps de discuter de ça, mais pour certains, le succès de l'un détermine l'insuccès de l'autre, à savoir qu'il y a un lien quelque part entre la force du modèle suisse à régler les modalités d'intégration des minorités territorialisées, mais ceci afin de ne pas alourdir excessivement la complexité institutionnelle du système, déjà complexe en soi, n'est-ce pas, a un coût. Et ce coût serait une position très stricte d'assimilation à l'égard des étrangers. D'autres, dont je fais partie, ont d'autres interprétations de ce décalage sur lesquelles je vais peut-être revenir, à savoir que les problèmes d'intégration pour les immigrés, mais pas seulement auxquels le système est confronté aujourd'hui, ne viennent pas seulement d'un besoin quelque part généalogique ou génétique de préserver la complexité suisse, mais viennent aussi d'un problème de cadrage de référentiel au niveau des politiques publiques, à savoir que le type de politique d'intégration qui est proposé en Suisse est toujours axé cognitivement sur cette opposition entre Suisse et étranger, n'est-ce pas, comme si tout culturellement différent était étranger, et les institutions n'arrivent pas à avoir un problème ou un enjeu fondamental, à savoir la présence d'acteurs ou d'individus culturellement différents au sein de la communauté des citoyens. Donc des Suisses qui ne sont plus chrétiens, des Suisses qui ne parlent plus nécessairement le français, l'italien ou l'allemand, mais qui sont différents tout en ayant le passeport. Et aujourd'hui, les institutions ont beaucoup de peine à voir cognitivement et politiquement ce type de réalité-là, ce qui les amène à mobiliser des outils de gestion, de gouvernance, comme disait Janie avant, qui sont un peu, à mon sens pour le moins, désaxés par rapport à ce qui devrait être le cas. Deuxième élément sur le cas suisse qui est fondamental à garder à l'esprit et que je pense donne une caractéristique très particulière est la présence de la démocratie directe. En Suisse, et c'est là, je crois, quelque chose de particulièrement intéressant pour les politologues, pour le politologue que je suis, la politique à l'égard des différents, qu'ils soient étrangers ou pas, n'est pas juste ou ne peut pas être reconductible tout simplement à une espèce de perversion technocratique et politicienne, n'est-ce pas, de la part de certaines parties qui thématiseraient particulièrement les enjeux d'exclusion de certaines catégories de la population pour garder les élections. Ça existe, et c'est fait constamment, mais évidemment avec un enjeu de plus, à savoir le fait que bien ou mal, c'est l'ensemble des votants en Suisse, des citoyens suisses, qui à terme et finalement tranchent sur ces questions. En 2009, les citoyens suisses ont décidé d'interdire, par le biais d'un article constitutionnel, vote populaire, l'interdiction de construire de nouveaux minarets en Suisse. C'est probablement le seul pays au monde qui a inscrit dans la Constitution, n'est-ce pas, une interdiction de cette nature. Là, on ne peut pas dire que c'est 2 ou 3 politiciens qui avaient envie de gagner les élections quelques mois après. Là, c'est le 57% de la population qui, après un débat qui n'en était pas un, ce n'était pas une vraie délibération, c'était plutôt une confrontation d'idées figées, complètement figées. Il n'y a pas eu véritablement de débat. Si par débat, on entend une délibération qui permet quand même de changer d'avis de temps en temps, et qui a sanctionné de manière très claire cette interdiction, n'est-ce pas? Donc, un certain nombre d'arguments qui peuvent être mobilisés, je pense, à juste titre, si on prend la situation française, si on prend la situation italienne ou aux Pays-Bas, où on voit une espèce d'occupation politique et une récupération politique très évidente de ces questions. En Suisse, peut être faite parce qu'il y a un parti qui mobilise terriblement ce genre d'enjeu, mais en même temps, le parti en question a tout de même réussi, en partant d'une base électorale de 27-28%, à convaincre 30% de l'électorat de plus pour arriver à 57%. Donc je crois qu'on ne peut pas reconduire tout simplement ce vote à un simple exercice de stratégie et de technique
politique. Il y a quelque chose d'autre qui va là-dedans et qui a certainement à faire avec ce que mes préopinantes ont discuté, à savoir la question des valeurs, la question des représentations de ce qui fait identité nationale, de ce qui fait citoyenneté, de ce qui fait intégration, etc. Donc je pense que c'est ça. C'est pour cette raison, je pense que ça vaut la peine de venir de Suisse au Canada pour discuter un peu de ces choses, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose de particulier qui joue là-dedans et qui peut nous aider à pas trouver des solutions pour le moment, mais pour le moins à penser à des enjeux futurs. Juste un élément là-dessus, le retentissement que le vote sur les minarets a eu, au-delà des questions juridiques qui se sont posées, était phénoménal en regardant les réactions au courrier des lecteurs dans les journaux français, italiens, espagnols, etc. Il y avait une demande fondamentale, n'est-ce pas, qui était adressée aux autorités politiques de ce pays de faire la même chose, hein, de laisser le peuple décider, de laisser le peuple prendre position, n'est-ce pas? Et la Suisse n'a pas raté une occasion pour redevenir très connue, peut-être pour des fantastiques raisons. Maintenant, ce qui m'intéresserait à aborder ici, c'est une réflexion qui est empirique quelque part, dans le sens qui se base sur des éléments empiriques. Je viens déjà d'en évoquer quelques-uns, mais qui s'inscrit dans une réflexion théorique. Réflexion théorique qui présuppose un certain nombre de considérations que je n'aurai pas le temps de développer véritablement ici. Je vais les mentionner. Vous me pardonnerez peut-être quelques raccourcis philosophiques, mais dans la discussion, si jamais on aura l'occasion d'en venir. Donc, un élément théorique, quel est le statut de l'intégration politique? Un passage en revue très général sur quelques éléments du contexte suisse, juste pour vous donner une idée, une vague idée un tout petit peu de ce qui se passe, plutôt illustratif que véritablement démonstratif. Et puis, le plat de résistance que j'aimerais aborder ici, c'est la question de l'intégration. Et je crois que, moi je l'appelle intégration par adaptation, mais ce serait la question de l'intégration à des valeurs communes, etc. En essayant de montrer comment cette conception de l'intégration-là, qui est pour le moins dominante en Suisse et qui, je pense, peut être considérée comme étant hégémonique ailleurs qu'en Suisse aussi, est constitutive du positionnement contemporain à l'égard notamment des musulmans, pour des particularités que je vais aborder par la suite. Et j'aimerais terminer sur une critique là-dessus, parce que je trouve que ce projet politique et philosophique, donc normatif, est incohérent par rapport à une certaine conception de la démocratie. C'est ce que je vais essayer d'évoquer en disant 2 mots sur une alternative possible que je vais esquisser ici, à savoir une question que j'appelle d'intégration démocratique processuelle au lieu d'une intégration par adaptation. Alors, l'intégration politique, peut-être un mot sur le statut du concept. J'ai une conception relativement négative de l'intégration. Par négative, j'entends dire qu'il n'est pas évident, et ça fait pourtant quelques années que j'essaie de réfléchir à ça, mais je ne le trouve pas, d'avoir une définition positive de ce qu'est l'intégration. Je crois qu'on a tous une certaine idée relativement claire de ce que l'intégration n'est pas. Mais on a une idée un peu moins claire, je pense, sur ce que l'intégration est ou devrait être dans l'idéal. Et donc, quelque part, on a une réflexion relativement peu mûr concernant quel pourrait être un référentiel de politique publique si effectivement on voulait réaliser quelque chose comme l'intégration. Alors il y a peut-être une raison pour laquelle cette intégration ne se définit que négativement. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas une autonomie conceptuelle. C'est que peut-être nous n'avons pas quelque chose comme une théorie normative de l'intégration qui serait autonome comme une théorie de la justice pourrait l'être. Peut-être le caractère négatif de l'intégration vient du fait que pour penser l'intégration, nous avons besoin de penser tout un tas d'autres concepts autour qui sont évidemment ceux de citoyenneté, de reconnaissance,
de justice, de démocratie, etc. L'implication, c'est qu'il n'y a pas une conception de l'intégration, mais il y en a plusieurs. Il y a un excellent livre d'Adrian Favell, Philosophy of Integration, qui est de 98, sauf erreur, qui montre déjà, en comparant le cas français et le cas anglais, comment des modèles différents d'intégration et qui s'inscrivent différemment dans des politiques publiques se déploient de manière très diverse, en mobilisant des valeurs différentes, en mobilisant des conceptions de la communauté politique différentes, etc. Cette problématique donc de l'intégration doit être construite à partir d'approches concurrentes. Théorie de la citoyenneté, je dirais, et théorie de la reconnaissance, pour la faire courte ici. Je pense qu'il y a plus, mais on pourrait rester là-dedans. Deuxième élément important, cette intégration est un concept essentiellement contesté, justement parce que nous ne savons pas ce que c'est. Il y a une contestation publique, il y a une contestation philosophique de ce qu'il pourrait être. Le concept d'essentiellement contesté remonte à Geldi, un philosophe qui avait écrit ça dans les années 50, qui disait en gros, on a affaire, dans les régimes démocratiques et en philosophie politique, avec des concepts qui ne peuvent être que essentiellement contestés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une définition univoque et tranchée, mais aussi parce que ces concepts ont à la fois une dimension empirique et une dimension normative qui les rendent extrêmement instables. N'est-ce pas ? Quand on parle d'intégration, on pense peut-être à un modèle idéal du vivre ensemble, à quelque chose qu'on peut s'attendre de la part de quelqu'un pour faire partie d'une communauté, mais en même temps, on pense aussi à des politiques existantes, on pense à des injonctions qui existent, à des acteurs. On a, comme le dit Kerens, n'est-ce pas, il y a aux frontières, il y a des gens qui ont des fusils et qui peuvent les utiliser pour tirer sur des gens, n'est-ce pas ? Donc, il y a un niveau des idées, mais il y a aussi des niveaux vraiment très empiriques, très concrets. Et tout ceci rend effectivement ce débat autour de la nature du concept extrêmement instable. C'est vraisemblablement pour cette raison que Jeannie, à la fin, disait on a des choses positives qui peuvent renforcer une conception de citoyenneté, et puis il y a des choses qui peuvent ne pas être positives, ou dans certaines choses, n'est-ce pas ? Et là, ça montre bien le caractère controversé, instable de ces concepts. Donc c'est par le biais de relations que l'intégration fait sens. On ne pense pas à l'intégration de la même manière en Suisse, en Italie, en France. L'intégration républicaine française n'a rien à voir avec l'intégration communautarienne de certains cantons suisses. L'intégration aux Pays-Bas est très différente de l'intégration en France, et évidemment l'intégration vue par les lunettes canadiennes et québécoises est encore différente. Nous savons tout ceci, et pourtant, nous n'avons pas encore une théorie finale de la nature théorique de cette intégration. Mais nous avons un certain nombre de choses. Ces choses sont, par exemple, nous avons des approches pour penser, et ici dans ce pays, vous êtes les maîtres à penser, n'est-ce pas, de ce genre de choses, pour penser la gestion de la diversité, de la multiculturalité ou de la pluralité. J'ai tendance à utiliser le concept de multiculturalisme que je trouve plus précis que le concept de pluralisme, mais par multiculturalisme, j'ai tendance à penser à un état sociologique et pas à nécessairement un projet normatif. Multiculturel est un système dans lequel on a la présence de différents groupes minoritaires ou majoritaires qui revendiquent, n'est-ce pas, des relations significatives à l'égard d'autres et qui revendiquent la prise en considération de leurs spécificités. Bon, pour moi, la Suisse, en fonction de ce critère-là, est un système multiculturel, comme le Canada, comme la France et autres, ce qui ne veut évidemment pas dire que politiquement et juridiquement, le système multiculturel soit respecté. Donc on a différentes théories pour régler ce genre de questions. Libéralisme égalitariste, Gianni en a parlé déjà un tout petit peu, je vais vraiment les mentionner, le libéralisme multiculturaliste, Kimlicka, Taylor et compagnie, et puis le multiculturalisme qui est plus informé par une posture, je dirais, post-structuraliste, postmoderne, diraient certains, critique,
Or, ce qui est intéressant, si on prend par exemple des éléments possibles pour démarquer les différences entre ces trois approches, c'est que ce qui diverge parmi ces trois éléments n'est pas juste le principe normatif qui est mis en avant pour essayer de faire sens des modalités de gestion justes en termes de justice de ces éléments, mais aussi une approche analytique qui est différente. À savoir, si on prend par exemple le libéralisme égalitariste ou le libéralisme multiculturaliste, nous avons affaire quand même à des approches qui se veulent plutôt principielles. D'approches donc qui visent à élaborer des critères de ce que devrait être la justice démocratique ou une inclusion juste de manière déductive, quelque part, qui pensent un modèle de justice et qu'ensuite vont l'appliquer, vont l'utiliser comme standard d'évaluation de réalité empirique. C'est un peu ce qu'en général on fait en philosophie analytique. Mais on peut imaginer d'autres approches, n'est-ce pas, qui sont plus contextualistes et dans lesquelles je m'inscrive, qui certes utilisent les théories ou les philosophies politiques concernant la reconnaissance, la citoyenneté ou autres, mais qui, quelque part, ont une emprise plus forte sur le contexte dans lequel les enjeux de discrimination, d'inégalité, d'injustice se produisent. C'est pour cette raison, quelque part, que je fais de la recherche empirique, n'est-ce pas? Pas juste parce que c'est cool, mais parce qu'il y a un moment où les philosophes ont un peu trop tendance à aller chercher uniquement les données secondaires qui confirment leur théorie. Et moi, je me suis dit, allons voir de ramasser les données objectivement, et puis on va voir comment on peut essayer de les interpréter philosophiquement. Je n'ai pas encore tout fait, mais ça, c'est un peu l'idée. Donc, il y a une approche contextualiste qui, je pense, est très intéressante pour essayer de comprendre ces phénomènes. Pourquoi? Parce qu'elle nous oblige, quelque part, à rentrer davantage dans la spécificité des valeurs dont on discute, des modalités d'intégration qui sont posées là dans le marché médiatique, public, dans le discours dominant. Alors, si on prend le cas suisse, quelques éléments pour le caractériser, ce discours dominant, à savoir la situation des musulmans s'inscrit, donc peut-être juste deux mots, population qui a 16 000 personnes en 1970, 320 000 personnes en 2000, donc une augmentation d'un facteur 20. Ceci s'explique par ailleurs par l'arrivée de requérants d'asile et de personnes protégées temporairement à la suite de la guerre dans les Balkans, n'est-ce pas? Donc beaucoup de ressortissants de Bosnie, Albanie, Kosovo, etc., de Turquie. À partir de 2000, il y a eu à peu près une augmentation d'encore 150 000 personnes. Donc nous sommes actuellement autour des 500 000 personnes sur 8 millions d'habitants. 5%, 5,6%. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2000, seulement 12% des musulmans recensés étaient, ou 15, pardon, excuse-moi, je crois 15, étaient de nationalité suisse. Ce taux a augmenté, nous sommes autour de 40% maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la génération arrivée pendant la guerre des Balkans commence à avoir passé à 7 ans, n'est-ce pas, pour pouvoir se naturaliser. Donc on a affaire avec 40-50% de la population musulmane qui deviennent suisses. Donc on est en train de parler à peu près de 200 000 musulmans suisses qui, particularité nouvelle, ont le passeport suisse, n'est-ce pas, et qui ne peuvent plus être conçus comme le modèle d'immigration suisse le préconisait dans les années 60 et 70, comme des guest workers qui pouvaient être réexpédiés chez eux, n'est-ce pas, après 9 mois de travail, parce que le permis de saisonnier arrivait à échéance, n'est-ce pas. Là, on a affaire avec une population qui est implantée, qui est là, n'est-ce pas, et qui a des exigences,
qui a des exigences, qui a des demandes, même si ces demandes sont diamétralement plus faibles de ce que le débat public a tendance à dire. Alors, qu'est-ce que dit le débat public? Ici, vous avez une affiche de 2006 qui a fait beaucoup de bruit un peu partout, de l'UDC, le parti qui thématise le plus ce genre de questions. Le mouton noir, classique de la fable pour enfants, etc. Ce mouton noir se décline de différentes couleurs culturelles et politiques. Ça dépend un peu, pardon, ça dépend un peu, ça m'aurait étonné que ça n'arrive pas. Voilà. Ça se décline dans les années 80, c'était les Tamouls, n'est-ce pas? Dans les années 70, c'était les ressortissants chiliens. Dans les années 60, c'était les Italiens et les Portugais. Maintenant, c'est plutôt Afrique, donc les Noirs et les musulmans. Ça va peut-être changer dans quelques temps, en tout cas, je l'espère. Ce qui est intéressant, c'est évidemment l'impact que ceci a eu, à savoir que cette affiche publicitaire a fait des émules, n'est-ce pas? Là, vous trouvez le Vlaams Belang belge qui a repris la même iconographie quelque part en la profilant. Là, on a des drapeaux clairs, on sait de qui il parle. Les Italiens ont fait la même chose, même Marine Le Pen a repris en partie ceci. Donc, pourquoi je le mentionne? Parce que quelque part, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique désormais à la Suisse. Et là, vous avez, quelques années après, l'affiche de campagne qui a été très importante lors de la campagne contre les minarets. Cette campagne a été lancée en 2006, nous avons voté en 2009. Et ce qui est très intéressant, c'est que le texte de l'initiative demandait tout simplement l'interdiction de construire des nouveaux minarets. Rien n'était dit concernant d'autres choses, comme l'égalité homme-femme, etc. Alors, bien entendu, cet article était destiné, selon les initiants, le mouvement qui a lancé cette campagne, était destiné à donner un message clair à l'islam radical qu'il aurait été combattu en Suisse. L'islam radical étant lié, selon les initiants, au lieu de prière, donc aux mosquées. Il n'y a pas de véritable mosquée en Suisse, il y en a une, à Genève il y en a deux. Si on prend celle de Zurich aussi. À l'époque, il y avait 4 minarets sur le territoire national, donc il y en a plus dans l'affiche que réellement existants. Donc on est en train de parler de 4 minarets. Évidemment, ceci a été une initiative lancée avec des objectifs stratégiques bien particuliers. Ce parti est très puissant à thématiser les questions d'immigration, requérants d'asile. Les musulmans sont le dernier groupe, mais disons, il y a une grande tradition et un certain talent politique de la part de ce parti, n'est-ce pas, pour lancer systématiquement ces initiatives. Alors, pourquoi je mentionne cette affiche? Pour l'arrivée de cette figure en burqa devant. À savoir que ce qui est très intéressant, c'est que le débat a été, sur la base aussi des débats en France, certainement, très vite colonisé et occupé par les questions d'égalité homme-femme. Les valeurs que tu as mis en noir, c'est exactement ce qu'on trouve dans le débat public, n'est-ce pas? Une espèce de lutter contre l'islamisme radical et une manière, pas seulement de défendre l'intégrité du pays, les minarets signifieraient, n'est-ce pas, les baïonnettes de l'islam, qui aurait été reprise des propos d'Erdogan qu'il aurait eu à un certain moment en 2004. Donc ils ont repris les baïonnettes de l'islam qui vont violer la patrie et en plus protection des femmes. Alors ce qui est intéressant de cette affiche, c'est qu'il débride une parole par la suite. Et quelques jours après le vote, vous avez un hebdomadaire, la Weltwoche, qui est proche par ailleurs du parti qui est lancé, mais tout de même, qui dans l'espace public peut poser la question, mais ne faudrait-il pas tout simplement interdire l'islam, n'est-ce pas? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas sûr qu'ici,
un parti politique, même très conservateur, pourrait juste demander si on pouvait interdire une religion. Je ne crois pas. Je crois qu'il y aurait un petit problème, n'est-ce pas? Alors là, ça se fait. Je ne vais pas vous dire que c'est la position majoritaire, je ne vais pas dire que tous les Suisses seraient d'accord avec ça, ce n'est pas du tout le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un univers discursif qui rend possible certaines choses et qui, évidemment, a des implications très fortes par la suite sur la manière par laquelle les politiques publiques sont pensées et les valeurs qui sont censées être à la base de ces politiques publiques sont pensées. On a fait une recherche à cette époque, n'est-ce pas? On a pris, je vais vous passer les questions méthodologiques, mais on a pris des éléments concrets dans la presse romande. On a quelque part fait une analyse de contenu, n'est-ce pas, des propos qui étaient liés à la question. Chaque fois que dans un article il y avait islam ou musulman qui apparaissait par rapport à la politique nationale, on a essayé d'analyser les thèmes principaux. Vous voyez que 2/3, en gros, voire plus, des associations de contenu à islam musulman étaient à l'incompatibilité entre l'islam et le Ouest, donc l'Occident, à la question du terrorisme, 27, et à la question de l'extrémisme musulman. Donc il y a un cadrage politique, médiatique, discursif qui fait quelque part que les musulmans sont vus comme étant une menace. On s'est aussi posé la question, mais qu'est-ce que les gens pensent? Parce qu'on a fait une recherche, on a fait des sondages, on s'est dit, mais dans un contexte culturel et discursif comme ça, comment les gens déploient leur subjectivité? C'était le premier sondage qui avait été fait, n'est-ce pas? Alors, à la question, sur une échelle de 0 à 10, comment vous vous sentez, n'est-ce pas, en termes d'intégration en Suisse? Eh bien, on a des scores très hauts, globalement bien, 8 sur 10, essentiellement, ce qui voudrait dire très bien intégré, hein, si on prend notre échelle. Alors, c'est ça qui est intéressant. On pourrait imaginer qu'après l'interdiction des minarets, après tout ce débat, ces représentations, on pourrait imaginer qu'il y ait beaucoup plus de problèmes d'intégration. Or, les gens ont tendance à dire bien. Par contre, si on leur demande « est-ce que tu t'es déjà senti discriminé ?», ils disent oui. 1/3 à peu près de tous les répondants s'est déjà senti discriminé ou pour des questions de peau, race, ou de nationalité, ou de religion. Ce qui est intéressant, mais je n'ai pas le temps de développer, c'est les différences entre les différents groupes, n'est-ce pas? À savoir que les ressortissants ou ceux qui viennent du Maghreb, d'ex-Yougoslavie, du Turquie, n'ont pas du tout les mêmes représentations et les mêmes perceptions des mêmes choses. Alors, j'insiste là-dessus parce que l'idée même de parler d'une communauté musulmane qu'il faudrait intégrer est une aberration sociologique et anthropologique. N'est-ce pas? Ça n'existe pas, une communauté musulmane. Il y a peut-être une position politique de l'être musulman, de la subjectivité musulmane dans un rapport de pouvoir en Suisse, mais il n'y a certainement pas un acteur collectif qui pourrait s'instituer comme étant porteur d'une subjectivité musulmane positive qui serait un acteur existant. Hein. Il y a différentes tendances, il y a différentes croyances, il y a différents positionnements, etc. Je n'ai pas le temps de le montrer, mais par exemple, 40% des musulmans interrogés étaient parfaitement d'accord avec l'interdiction des minarets. Hein, chose qu'on pourrait estimer comme étant, et que j'estime personnellement être une forme de discrimination évidente de la communauté. Et pourtant, selon notre sondage, 35% ou 40% disaient, oui, pas de souci, on peut être et vivre notre foi, même si nous n'avons pas les minarets. Donc cette réalité sur laquelle doivent intervenir les politiques publiques et les normativistes, quelque part, est très compliquée, n'est-ce pas? Elle ne peut pas être reconduite à une logique nous-eux, trouver la bonne mécanique d'intégration et l'appliquer à tout le monde. Alors, l'intégration par adaptation, je vais faire très vite, l'intégration par adaptation est le modèle dominant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour des raisons que Janie a déjà évoquées, donc ça me permet d'aller plus vite, il s'agit essentiellement de s'intégrer par une adaptation aux valeurs et normes collectives
dominante. On s'intègre aux pratiques démocratiques. L'affiche que nous avons montrée, que j'ai montrée avant, est l'affiche qui témoignerait de la non-acceptation des normes démocratiques de la part des musulmans. Donc, demander l'adaptation veut dire demander l'acceptation de ces normes, évidemment dans la sphère publique, par le biais de vertus, d'attitudes raisonnables, en France d'assimilation républicaine, n'est-ce pas? En France, le thème assimilation n'est pas nécessairement vu négativement, tandis qu'en Suisse, il l'est de plus en plus. Mais en fait, la politique est une politique d'assimilation, même si elle a oublié son nom. Et il faut s'adapter. Pourquoi? Parce que pour garantir la stabilité politique, pour garantir les procédures démocratiques, etc. Maintenant, le problème de cette intégration par adaptation, au vu des situations empiriques existantes et de cette difficulté à comprendre les rapports de pouvoir, eh bien, a créé des apories qui, je pense, sont très problématiques d'un point de vue normatif. Premièrement, l'exigence de s'adapter institue les normes ou les valeurs et les normes auxquelles on demande l'adaptation comme étant ou comme ayant un statut pré-politique. À savoir, et là, c'est une des spécificités du système suisse, un système qui part de l'idée que la démocratie directe est l'outil de définition des normes collectives. Donc ces normes collectives ne sont pas considérées comme étant hors du jeu politique, mais sont considérées comme étant le produit du jeu politique. Or, demander aux musulmans, mais à d'autres groupes, de s'adapter voudrait dire que quelque part, ces normes-là s'imposent comme étant pré-politiques. Ils ne sont pas le produit d'une participation politique. Il y a donc une erreur catégorielle. Pour reprendre ce que disait Janie avant, je dirais qu'on considère l'incarnation historique particulière de la mise en place de certains modes de gestion, donc des valeurs, comme étant des normes. N'est-ce pas? On utilise comme étant des critères d'adaptation à l'universel des choses qui en réalité ne sont pas universelles, mais qui sont l'incarnation institutionnelle contingente et historique d'un rapport de valeurs que les institutions ont décidé de mettre en place d'une certaine manière. Ceci aboutit inéluctablement à une dépolitisation de la citoyenneté. Et ceci est très problématique dans un pays qui fait de la citoyenneté la colonne vertébrale de tout le système politique. N'est-ce pas? Si on ne peut pas discuter des valeurs, si on doit s'adapter de manière apolitique aux valeurs, on dépolitise la citoyenneté, ce qui dénoue complètement l'intérêt de la citoyenneté, le projet transformatif de la citoyenneté. En plus, et ça aussi, ça a déjà été mentionné par rapport à la France, cette adaptation a un pouvoir performatif très fort. Il ne peut qu'aboutir à terme à la construction des bons et des mauvais citoyens. Ceux qui s'adaptent sont les bons, ceux qui ne s'adaptent pas sont les mauvais. Or, peut-être, il y a, d'un point de vue normatif et démocratique, des bonnes raisons de ne pas s'adapter, en tout cas à certaines injonctions. Finalement, le problème de l'intégration par adaptation est la non-reconnaissance. La non-reconnaissance, pas nécessairement des droits, mais la non-reconnaissance de la valeur morale et de l'autonomie morale des individus. Dire tu t'adaptes sans poser de questions à cette norme est une manière aussi de dénier l'autonomie morale et donc de dénier la reconnaissance morale de la possibilité d'agence, de la possibilité de transformation par la participation. L'alternative serait ce qu'on appelle une intégration processuelle qui se baserait sur 3 principes moraux de base que je vais juste mentionner. Effectivité des droits, donc principe d'égalité démocratique, il faut que les droits soient effectifs, pas juste formels. Ça, c'est une vieille distinction de Marx entre la liberté formelle et la liberté réelle, etc. 2, intégration par les procédures démocratiques. Cette intégration processuelle est une intégration qui est procédurale. Elle participerait d'une théorie procédurale de la démocratie, mais une théorie procédurale forte au sens de livre, vous connaissez, de Alan Patten, Equal Recognition, qui vient de sortir. Et finalement, intégration par la reconnaissance. Pour participer, il est absolument nécessaire que les interlocuteurs soient reconnus comme étant des pairs moraux, pour le moins, même si ceci est un désaccord. Alors, politiquement, ceci veut dire penser l'intégration de manière un peu plus compliquée.
Donc ça peut paraître excessivement théorique et utopique, mais je vais dire deux mots par la suite sur le fait que c'est fait en Suisse, mais pas avec ces minorités-là. C'est exactement ce qu'on fait avec les autres minorités. Non, c'est possible, n'est-ce pas? La question est pourquoi on le fait pour certaines minorités et pas pour les autres. Processus, la nécessité de penser l'intégration comme quelque chose qui n'est pas un état final. Aujourd'hui, l'intégration par adaptation, ou même ce qu'on va entendre maintenant pour les prochains 6 mois concernant l'intégration en France et dans le monde, après ce qui s'est passé, sera une espèce de discours que je ne veux pas dire d'emblée qui est illégitime, mais qui se basera sur l'idée qu'il y a des valeurs à protéger, à sécuriser, et il faut que tout le monde les accepte. Dit comme ça, c'est difficile d'être en désaccord. Le problème, c'est quelles sont ces valeurs? Est-ce que ces valeurs sont des critères très universels ou est-ce que ces valeurs sont des cristallisations historiques contingentes, n'est-ce pas? Considérer l'intégration comme un état final est la meilleure manière de créer de l'exclusion. Et là, je rejoins ce que Jenny et Myriam ont dit en conclusion. Donc, le penser comme processus veut dire révision, mais veut dire aussi quelque chose que les libéraux politiques n'aiment pas, veut dire conflit. Penser l'intégration en termes processuels veut dire admettre le conflit politique. Conflit politique, certainement pas ce qu'on a vu hier, n'est-ce pas? Et il ne s'agit pas de guerre civile, mais un conflit politique qui part de l'idée que le politique n'est pas juste harmonie, que le politique, contrairement à ce que pensait Rawls, ne peut pas juste être stabilité et paix une fois qu'on a évacué de l'espace public toutes les questions qui fâchent, le consensus par recoupement. Mais que malheureusement, des formes de conflit sont nécessaires. Pourquoi? Parce que ce conflit est inhérent aux catégories que nous utilisons. Ce conflit est déjà contenu dans la citoyenneté, est déjà contenu dans la reconnaissance, est déjà contenu dans l'intégration, est déjà contenu dans le multiculturalisme. Toutes ces catégories-là sont, conflictuelles en soi. Donc, accepter le conflit peut vouloir dire, n'est-ce pas, de permettre de penser à des nouvelles formes, à une renégociation des valeurs collectives. Dire ça veut dire mettre des limites, et je conclurai là-dessus. Ça veut dire que si le but est le processus, alors il faut absolument qu'un certain nombre de valeurs et de principes procéduraux qui permettent l'exercice de ce processus soient respectés. Donc, on ne va pas nécessairement imposer la question de l'égalité entre hommes et femmes pour des valeurs métaphysiques fondamentaux. Mais on va l'imposer pourquoi dans un processus dans lequel les femmes n'auraient pas accès et violent les principes démocratiques. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a des manières de transformer en politique des enjeux qu'aujourd'hui on aborde de manière métaphysique sur le sens ultime des pratiques culturelles, question tout à fait intéressante, mais qu'on peut ramener à des questions politiques, et ceci nous permettrait d'avoir une conception de l'intégration qui soit plus inclusive, plus instable, mais certainement mieux que cette espèce d'intégration par adaptation qui revient à mettre un couvercle sur une cocotte minute chauffée à blanc et qu'à un certain moment va déborder. Pourquoi? Parce que toute notre histoire démocratique n'est rien qu'un débordement. Il y a un moment où la démocratie s'est faite par débordement. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire encore, mais à ce moment-là, il faut penser à des institutions différentes. Dans le cas suisse, ça a été fait. Procédure de consultation, commission ad hoc, processus de décision très compliqué, consensus systématique entre les représentants de différents groupes culturels, processus de décision très long, très compliqué, mais qui a permis à un petit pays de ne jamais être explosé par des mouvements nationalistes, de passer par 2 guerres mondiales relativement sûrement, de ne pas faire du nationalisme un enjeu particulier. Et ceci vient du fait de ce que Leibhardt appelle la démocratie constitutionnelle, qui ouvre des perspectives politiques pour faire quelque chose que je pense on pourrait faire pour d'autres groupes. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi d'être... Merci.